bonjour. Voilà, on va vous faire la démonstration du GeoSolmar, boussole couteau suisse. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de renseignements et on va vous les présenter les uns après les autres. Alors, la couleur, ça facilite aussi la présentation. Donc l'historique, Odile, peux-tu nous faire l'historique de cette boussole? Pourquoi elle est là et comment on y est arrivé? Alors la boussole est là parce que en 2008, il y a eu une très très grosse tempête et qui a détruit une partie de la promenade sur à peu près une centaine de mètres. Donc il a fallu reconstruire la promenade, ça a demandé quelques années et l'architecte avait prévu de mettre ici une boussole, c'est-à-dire un cercle et une vague aiguille qui indiquait vaguement le nord. Il nous a paru intéressant de faire quelque chose de plus pédagogique, de plus complet. Donc à partir de l'idée de la boussole qui est restée, donc c'est le cercle que vous avez là, l'idée est très rapidement venue de faire un cadran solaire d'un type particulier qu'on appelle les cadrans solaires analématiques. Et là j'ai fait appel à mon camarade Jean-Paul Cornec, qui est le grand spécialiste français des cadrans solaires et qui habite Lannion. Et donc, il vous dira qu'il y a eu quelques réticences au début, mais on a réussi quand même à le faire. Et puis comme il y avait des pierres, pour faire joli, on avait mis des pierres qui indiquent bien le nord, le sud, l'est et l'ouest, et puis les directions intermédiaires. Assez rapidement aussi est venue l'idée de mettre des gravures, un peu de texte. Et c'est ce qu'on va vous décrire aujourd'hui. Donc en noir, c'est tout ce qui a rapport avec la géodésie. En bleu, c'est ce qui a rapport avec les marées. En rouge, c'est la boussole avec les gradations tous les 10 degrés. Et puis en jaune, tout ce qui a rapport au cadran solaire. Et en orange, ça sera les levées et les couchers du soleil. Donc c'est quelque chose de très complet, de très scientifique. Et ce qui est marqué là, c'est fait pour Trébeurdin. Il y a des données qui ne sont pas transposables ailleurs, ou alors il faudra changer les chiffres. Et notamment, la donnée qu'on ne peut absolument pas changer, qui est ici, c'est tout ce qui est les coordonnées géographiques. Longitude, latitude, altitude. Si la boussole avait été faite à 500 mètres, on n'aurait pas les mêmes chiffres. Par contre, il y a des chiffres qu'on peut appliquer dans la région et aussi qu'on peut appliquer à la même latitude. Mais ça, on va en reparler. Donc on va commencer par la fonction boussole, donc qui est en rouge, avec le nord, le sud, l'est, l'ouest, et puis des gradations toutes les 10 degrés. Alors, quel nord a-t-on mis? Si je vous demande comment on obtient le nord, et une boussole. Non, le lever du soleil et le coucher du soleil. Alors voilà, il faut le faire avec le soleil. Parce que la boussole vous indique un autre nord qui est gravé ici, on parlera, et qui est le nord magnétique, qui est complètement différent. Qui n'est plus très différent en ce moment, mais ça ne va pas durer. Dans 100 ans, ça sera très différent. Sans doute. Mais ça, tout ça, on vous en parle. Donc pour avoir le nord, le sud, l'est et l'ouest, on a pris le soleil. Alors un jour, on a fait ça en mai 2011. Il se trouve que le temps n'était pas très beau. On a eu quand même une journée où on a pu se servir du soleil. Et on a pris le soleil lorsqu'il culmine, lorsqu'il passe dans la direction du sud. Et lorsqu'il est dans la direction du sud, il est très exactement midi au soleil. Donc on avait mis une échelle, un fil à plomb. Le soleil faisait une ombre fine. La corde qui supportait le fil à plomb faisait une ligne assez fine. Et toi, tu avais ton téléphone portable. On avait téléphoné à l'horloge parlante qui existait encore. Et à l'heure exacte, alors il a fallu le mettre en... C'était pas l'heure légale, c'était l'heure du soleil. Donc voilà, mais ça avait nécessité quelques calculs, mais c'était pas très compliqué. Et donc on avait la ligne exacte nord-sud. Comme on est consciencieux et qu'il faisait beau temps le lendemain, on a dit on va faire la même chose avec l'est et l'ouest. Et les deux lignes étaient parfaitement perpendiculaires. Donc on avait bien la ligne qu'on appelle méridienne et puis une ligne parallèle.
Donc on a mis le nord, le sud, l'est et l'ouest, dégradation tous les 10 degrés, et puis on a mis des directions intermédiaires, hein, nord-est, sud-est, sud-ouest, avec les pierres qui sont là. Bon, c'était pour faire joli, hein. Voilà, on avait rajouté ça. Donc ça, c'est le nord géographique, et le nord géographique, c'est si vous prenez par exemple une carte de l'IGN, hein, eh bien c'est le bord des cartes qui vous donne la direction du nord géographique. Et le nord géographique, c'est le pôle, c'est le pôle nord et le pôle sud. Pour l'hémisphère sud, c'est le pôle sud. Et pour nous, c'est le pôle nord. Alors on l'a fait avec le soleil, ça a très bien marché. On aurait pu le faire avec l'étoile polaire, mais d'abord l'étoile polaire, elle n'est pas tout à fait dans l'axe des pôles. Il y a un demi-degré, hein, et ça bouge et ça tourne. Et donc, et puis en plus faire l'ombre la nuit, c'était un peu compliqué pour avoir une ombre. Donc, et puis avoir c'était pas facile. Hein. Non, c'est pas facile. Donc, on a fait avec le soleil, mais ça marcherait très bien certainement mais c'était plus compliqué. Donc ça, c'est pour ce qui est la fonction boussole. Alors bien sûr, une boussole, c'est circulaire. Et c'est ce qui nous a posé problème, il vous expliquera, hein, Jean-Paul, pour le cadran solaire. Alors, mais il a réussi à trouver la solution. On va voir ça. Donc c'est vrai que pour déterminer la direction nord-sud, il n'y a rien de mieux que le soleil. Ça demande un petit montage, des calculs, mais c'est ce qu'il y a de plus précis. Ça, c'est le nord géographique. Donc ici, la deuxième méthode, c'est le champ magnétique quand même. C'est la boussole. La boussole, vous allez prendre une boussole, ça va vous indiquer le nord. Bon, vous savez sans doute que la boussole ne vous donne pas l'indication du nord géographique, mais du nord magnétique. Et normalement, il y a un écart entre les deux. Et il faut en tenir compte quand on fait de la navigation, par exemple, il faut en tenir compte parce que, bon, le champ magnétique, il est créé sous nos pieds, hein, au centre de la Terre. Il y a des grands mouvements de convection au centre de la Terre, des masses métalliques, et c'est elles qui, par leur mouvement, créent le champ magnétique. On n'en est absolument pas maître. Ces masses magnétiques, elles font ce qu'elles veulent, et on n'en est pas maître du tout. Alors le champ magnétique, on le connaît depuis le XIIIe siècle environ. On a assez rapidement découvert qu'il y avait un écart entre le nord géographique et le nord magnétique, la déclinaison. On était content parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir se servir de cette valeur de la déclinaison pour repérer les lieux sur la Terre. Mais au cours du XVIIe siècle, on a découvert que la déclinaison magnétique, elle variait. C'était embêtant. Elle variait même beaucoup, d'une façon imprévisible en plus. Cette déclinaison magnétique, je ne sais pas si on va le voir, donc on l'avait tracée. Donc cette déclinaison magnétique, au moment où on a commencé à vraiment relever elle était chez nous, elle était vers l'est, elle était environ 10 degrés vers l'est. Et puis au cours des siècles, elle a tourné, elle est partie à 20 degrés à l'ouest, vers l'ouest là-bas. Et actuellement, elle est en train de revenir. Elle est en train de revenir et elle est presque à zéro. C'est-à-dire que quand on regarde une courbe d'évolution de la déclinaison magnétique, donc au début, vers 1600, elle était à cette valeur-là. Puis elle est passée par zéro en 1666. Et puis elle est montée jusqu'à près de 25 degrés au début du 19e siècle. Là, elle a tourné et elle est en train de revenir à zéro. Et elle repassera à zéro en 2024, dans 2 ans. Vous retenez bien cette date, on va en parler tout à l'heure, 2024. Vous ratez pas ça parce que ça ne s'est pas produit depuis 1666. Hein. Par rapport au nord géographique. Voilà. Donc actuellement, elle est en train de revenir à zéro et elle y revient vite. Parce que les masses magnétiques, comme je dis, ont un comportement totalement imprévisible. Jusque vers les années 90, la déclinaison a varié lentement. C'est-à-dire que le pôle magnétique se déplaçait
d'environ 1 km par an, et actuellement c'est 1 km par semaine. Depuis 30 ans, il se déplace à 1 km par semaine. C'est très rapide. Hein. C'est à peu près un petit kilomètre ici. Une année, il est à un bout, l'autre année, il est à l'autre bout. Alors ça, c'est les masses magnétiques sous nos pieds duquel on ne peut que le constater. Jusqu'ici, le nord magnétique était dans le Canada. Il était resté dans le Canada. Il est sorti du Canada et il se dirige vers le nord de la Russie. Alors les Canadiens ne sont pas contents parce qu'ils n'ont plus le nord magnétique, mais bon, tant pis, nous on n'en est pas maître du tout. Et on ne l'explique pas? On l'explique mal par des conflits entre des masses magnétiques sous le Canada et sous la Russie qui doivent échanger, enfin c'est pas facile. Hein. C'est sous nos pieds à 3000 km, donc on arrive à sonder, mais c'est pas facile à expliquer, quoi. On ne peut que constater. Donc le champ magnétique est en train donc de se déplacer. Dans 2 ans, il passera pour nous, il va passer derrière le nord géographique. Donc les deux directions seront confondues, c'est pour ça que la déclinaison magnétique sera nulle. Bon, cette année en 2022, bon, c'est de l'ordre du demi-degré, c'est-à-dire quasiment 0. De toute façon, quand vous prenez une boussole, vous ne lisez pas la valeur à mieux qu'1 degré ou quelques degrés. Ça vous donne une indication, quoi. Bon, un compas de marine, oui, je pense, c'est précis, mais pas une boussole. Alors, sur le géosolmer, donc, on avait indiqué la direction de la déclinaison magnétique, du nord magnétique en 2011, l'année où on a réalisé le géosolmer. Le petit trait ici est parallèle à des directions nord-sud, et vous voyez en 2011, il y avait un petit angle qui était très exactement de 2 degrés 22 minutes. Et donc 11 ans après, il est quasiment à 0. Donc en 2024, on ne refera pas la gravure, hein, mais donc la direction du nord magnétique et du nord géographique seront identiques. Donc cette année, on aurait pu déterminer le nord avec une boussole ou un compas. Mais bon, nous préférons le soleil, c'est plus précis, c'est plus facile et c'est vraiment plus pratique. Il n'y a rien de mieux que le soleil. On verra ça avec le cadran solaire tout à l'heure. Il n'y a rien de mieux que le soleil. Il ne bouge pas le nord. Voilà. Non, parce que si vous avez une montre métallique, un canif sur vous, ça fait dévier. Ça fait dévier la boussole. Hein. Donc le nord ne bouge pas jusqu'à la prochaine météorite qui s'écrase sur la Terre. Oui, voilà. Mais il faudra une grosse quand même pour faire bouger, hein, parce que le nord géographique, il bouge, quand vous avez des tremblements de terre par exemple, hein, mais c'est dans un rayon de 40 mètres autour du pôle. Bon, à l'échelle de la Terre, 12 000 km et plus. C'est pas 1 kilomètre chaque année. Non, mais il est fixe. Mais effectivement, si on est heurté par un gros astre, là, ça peut culbuter. Hein. Voilà. Donc c'était les 3 façons d'orienter ce géosolmer, mais on a pris le soleil, c'est plus précis, c'est plus net et c'est plus facile finalement. Bon, maintenant qu'on est bien orienté, on va voir où nous nous trouvons. Donc pour se localiser sur Terre, il faut avoir 3 coordonnées, la longitude, la latitude et l'altitude. C'est ça qui va nous permettre. Longitude, latitude, on sait très exactement le point où on est. Et l'altitude, ça nous permet de savoir si on est au ras de l'eau ou bien au sommet d'une montagne. Donc ces 3 coordonnées sont marquées ici. Alors on va commencer par... Alors c'est en noir, hein. Tout ce qui est géodésie c'est en noir. On va commencer par 48 degrés, 46 minutes, 5 secondes nord. Et ça, c'est la latitude. Alors, pour se repérer sur Terre, c'est comme quand on mange une orange. Il y a plusieurs façons de manger une orange. Si vous la coupez en 2, perpendiculairement au pédoncule qui relie le fruit à l'arbre, vous allez avoir 2 demi-oranges. On a fait la même chose pour la Terre. On a pris les pôles et perpendiculairement, on a coupé la Terre en 2. Et on obtient 2 hémisphères. L'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Alors de manière conventionnelle, on a dit le milieu, ça va s'appeler l'équateur, et c'est la latitude 0 degré. Le pôle, c'est 90 degrés.
Et on a numéroté ensuite des parallèles. Alors vous avez une infinité de parallèles, hein, évidemment. Et nous sommes à 48 degrés, 46 minutes, 5 secondes au nord de l'équateur. Donc nous sommes bien dans l'hémisphère nord. Et on est un peu plus près du pôle que de l'équateur. Bordeaux est à 45, enfin la région de Bordeaux est à 45. Hein. Donc là, on sait très exactement où l'on est sur un parallèle. Et alors des villes et des lieux qui ont 48 degrés, 46 minutes, 5 secondes nord de latitude, vous en avez une infinité qui forme le parallèle 48 degrés, 46 minutes, 5 secondes nord. Alors vous avez Paris, Strasbourg, à peu de choses près, voilà, on est dans ces eaux-là. La deuxième façon, pour maintenant bien se repérer, il faut croiser les données. Et c'est la deuxième façon de manger une orange. Vous allez d'abord la peler et vous allez avoir des quartiers d'orange. On fait la même chose avec la Terre, on forme des quartiers imaginaires qui partent du pôle Nord au pôle Sud. Ce qui fait que si vous mangez un quartier d'orange, il est plus large au milieu qu'au bout, puisque c'est une sphère. Alors pareil, vous avez une infinité de méridiens, mais c'est plus compliqué que pour la latitude, parce que la latitude c'est facile, la latitude d'origine c'est l'équateur, il n'y a qu'un seul équateur. Des méridiens, vous en avez une infinité. Et à la fin du 19e siècle, commençait un peu la mondialisation, il y avait beaucoup de trafic par bateau, et on a dit il va falloir qu'on uniformise, parce que chacun avait sa carte. Alors les Français avec leur carte, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Américains, et chacun avait son méridien d'origine. On a dit ça, on va à la catastrophe, parce que quand on change d'un pays à l'autre ou changer de carte, bon, il fallait faire des conversions, bon, c'était très compliqué. Donc on a dit on va uniformiser, on va choisir un méridien d'origine. Alors évidemment, tous les pays étaient candidats pour avoir le méridien chez eux, ça c'est normal. Bon, assez rapidement, bon, il y en a beaucoup qui ont cédé, qui s'en moquaient finalement, mais ils sont restés en finale, si je puis dire, l'Angleterre et la France. Et l'Angleterre, c'était le méridien de Greenwich, et les Français, c'était le méridien de Paris, qui passe à l'Observatoire de Paris. Ah, ça a duré des mois et des années, hein, parce que personne ne voulait céder. Puis finalement, les Français ont cédé parce que les Anglais ont pris l'engagement que si on prenait le méridien de Greenwich, ils allaient adopter le système métrique. Bon. Donc on a le méridien de Greenwich, mais ils n'ont pas le système métrique. Alors, bon, malgré tout, l'honneur est sauf, parce que le méridien de Greenwich passe en France, donc il rentre du côté de Caen et il ressort dans les Pyrénées. Je crois qu'il y a à peu près 300 villages qui sont traversés, voilà, par le méridien de Greenwich. Et à notre latitude, il passe à Argentan. Donc on peut l'appeler le méridien d'Argentan. Voilà. Donc on a le méridien origine, donc c'est le 0. Et ensuite on va compter de 0 à 180 vers l'est et de 0 à 180 vers l'ouest. Les deux vont se rejoindre à 180 à 180. Et ce 180 d'ailleurs c'est la ligne de changement de date. Hein, quand on fête le 1er janvier, là, on vous dit, bah, ça y est, les Australiens ont commencé, ils ont tiré leur feu d'artifice et nous, c'est quelques heures après. Donc, nous sommes à l'ouest du méridien de Greenwich, du méridien d'Argentan, et nous sommes très exactement à 3 degrés, 34 minutes, 55 secondes ouest. Et le fait d'avoir mis ce chiffre nous sera utile, vous verrez après, pour le cadran solaire, pour avoir l'heure exacte. Alors Paris est à l'est, hein, et Strasbourg est encore plus à l'est. Hein. Donc c'est ce qui fait que nous, on a en France une partie de la France qui est est et une partie de la France qui est ouest. Donc voilà, donc là on sait très exactement où on est, vous donnez ces coordonnées là et tout le monde arrive ici. Maintenant on a mis l'altitude et là l'altitude vous voyez qu'on a deux chiffres. Plus 6,57 m IGN, Institut Géographique National, et plus 11,59 m maritime. Effectivement, quand vous prenez des cartes, vous avez deux types de cartes. Les cartes IGN, qui sont les cartes officielles, et puis les cartes marines, et n'ont pas le même repère, n'ont pas le même zéro. Alors, les cartes IGN, le zéro, c'est le marégraphe de Marseille, qui sert de référence.
Et quand on vous dit que le Mont Blanc est à 4807 mètres, il est 4807 mètres au-dessus du marégraphe de Marseille. Donc ça sert de repère pour les cartes terrestres. Les marins, eux, et surtout quand ils naviguent dans des mers à marée, comme ici, eux, la hantise, c'est de savoir où sont les écueils et savoir quand ils vont passer dans cette région où il y a beaucoup de rochers qui risquent d'affleurer, savoir si le bateau va passer au-dessus ou va heurter le récif. Et donc par prudence, leur zéro, c'est le niveau des plus basses mers possibles. Les coefficients 120 et en plus ils rajoutent ce qu'on appelle un pied de pilote, 20-30 cm pour être encore plus sûr. Et c'est bien parce qu'avec la remontée du niveau de la mer, d'ailleurs, il va falloir qu'ils changent bientôt la référence. Hein, donc je ne sais pas comment ils feront. Donc là, ici, on a marqué les deux. Alors 6,57 m IGN, pour nous, ça correspond à peu de choses près au plongeoir de gauche. Hein, voilà, c'est dans ces eaux-là. Et le zéro des marins, c'est là où vous avez les bateaux, la dernière ligne de bateaux. Oui. D'accord? Alors, le zéro IGN, il est très intéressant parce qu'en fait, n'importe où en France, hein, il correspond au niveau de mi-marée. C'est-à-dire le niveau de la mer à mi-temps entre la pleine mer et la basse mer. Et ce niveau, il est le même. Il est le même quel que soit le coefficient de marée. À mi-temps, entre la pleine mer et la basse mer, vous avez le même niveau qui correspond, comme je vous l'ai dit, là-haut, à peu près à la base du plongeoir. Donc, 6,57 m IGN, ça veut dire que nous sommes 6,57 m au-dessus du niveau de mi-marée. Maintenant, les marins, 11,59 m, nous sommes 11,59 m au niveau des plus basses mers possibles. Et si l'on fait la différence entre 11,59 m et 6,57 m, ça vous donne 5,02 m. Ça vous donne ce qu'on appelle le demi-marnage. Alors le marnage, c'est... Non mais vous allez voir. Le marnage, c'est la dénivellation entre la pleine mer et la basse mer. D'accord? Donc le zéro marin, c'est le niveau des plus basses mers. Le zéro IGN, c'est le niveau de mi-marée. Si vous voulez savoir de combien la mer va monter ou descendre un jour au maximum, là, c'est 2 fois 5,02 m, 10,04 m. Et vous allez voir qu'on va retrouver tout à l'heure d'ailleurs ce chiffre, hein, quand on parlera des marées. Donc là, le 6,57 m, ça c'est vraiment ici. Si vous allez à Perros, le marnage est un peu plus important. Et si vous allez vers Brest, il est moins important. Alors le marnage maximum ici, pour nous, c'est 10 mètres, bon, autour de 10 mètres, hein, on ne va pas chipoter, 10,04 m, 10,08 m. Et si vous allez en baie du Mont-Saint-Michel, c'est 14,50 m. Et si vous allez à Brest, c'est moins. Donc les marées, ça varie. Entre ici et Perros, hein, ben, vous avez déjà 10-20 cm de plus. Voilà, donc on a fait tout ce qui était en noir, on a fait la géodésie. On va passer maintenant au bleu. Et le bleu, c'est tout ce qui est la mer. Alors bleu parce que c'est la couleur de la mer et effectivement elle est bien bleue aujourd'hui. Et puis c'est fait pour être lu donc en regardant la mer. Évidemment la latitude et la longitude, les traits qui soulignent les chiffres sont parallèles au méridien et au parallèle. Alors vous avez des chiffres en bleu, 20, 70, 120. C'est des coefficients de marée. Les coefficients de marée, c'est un chiffre qui donne l'importance de la marée. Et ce chiffre qui est universel, enfin qui pourrait être universel, qui ne l'est pas parce qu'il a été inventé par l'école hydrographique française au XIXe siècle et seuls les pays francophones l'ont adopté. Ce qui est dommage parce que c'est vraiment, ça permet une meilleure compréhension des marées. Donc 20, c'est la plus petite marée possible. Dans la réalité d'ailleurs c'est plutôt 22. 120 c'est la plus grande marée possible, vous en avez une par siècle, en gros. Des 119 on en a, là dans le siècle qui vient je crois qu'on en a 7. Bon voilà, plus le chiffre est élevé, plus c'est rare. Donc 120, un par siècle, et le prochain ça sera en 2000, je ne sais plus si c'est 73 ou 75, enfin bon, il faudra s'accrocher pour le voir. Hein. Voilà.
Et sous ces chiffres, vous avez des lettres M, E, V, E. M, E, ça veut dire mortaux. Ah oui. Ça veut dire petite marée. Et VE, ça veut dire vivo, grande marée. Donc de 20 à 69, c'est des mortaux. Je dis bien 69. Hein. Et 70, c'est déjà une marée de vivo. Et de 70 à 120, c'est des marées de vivo. Alors ces chiffres-là, c'est... voilà, vous dites à quelqu'un, aujourd'hui il y a 115, ça va l'intéresser parce qu'il va dire je vais pouvoir aller pêcher. Vous lui dites il y a 28, il ne va pas bouger. C'est un chiffre qui tout le monde le connaît, c'est le même chiffre en France, où que vous soyez. Et ça c'est important. Alors ensuite vous avez une formule mathématique qui n'est pas méchante, équation du premier degré, m égale 8,4 c. C'est la formule pour Trabordin qui permet de calculer le marnage, de combien la mer va monter et descendre, si vous avez le coefficient de marée. Et 8,4, c'est le chiffre pour Trabordin. Si vous allez à Brest, c'est 6,4, voilà, ça change en fonction de chaque port. Donc, si vous avez un coefficient de 20, qui est le plus petit coefficient possible, le marnage, la dénivellation entre la pleine mer et la basse mer sera de 20 par 8,4, 168 cm. Bon, moi je suis noyé. Hein. Oui. Quelqu'un qui est grand, vous avez un peu... Maintenant, si vous avez un coefficient de 120, bah, ça vous donne 10 mètres 0,8. 1008 cm, 10 mètres 0,8. C'est-à-dire que souvent il y a des gens qui demandent mais de combien la mer monte et descend? Ça dépend des jours. Ça dépend du coefficient de marée. Donc ça varie entre, on va dire, 1,70 m et 10 mètres. Si vous avez un coefficient de 100, ben, ça fera 8,40 m. Donc, une fois que vous avez l'unité, ce chiffre 8,4, on appelle l'unité de hauteur, ben après vous faites vos calculs vous-même. Hein. C'est pas compliqué. Alors ensuite, troisième gravure en bleu, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la règle des douzièmes. Autrefois, les marins, ils étaient de très bons mathématiciens. Hein. Jamais le capitaine d'un navire, il tenait la barre. Hein. Il était toujours dans sa cabine à faire les calculs quand il avait fait le point, faire les calculs, je vais rentrer dans tel port, est-ce que la mer sera haute, sera basse et tout. Bon, il passait son temps à la cabine. Hein. C'était le deuxième, troisième et quatrième qui tenait la barre. Hein. Donc, 1, 2, 3, 3, 2, 1, c'est pour dire que la mer ne monte pas de manière régulière. C'est-à-dire la courbe de montée ou de baissée de la mer n'est pas une droite, mais alors ce qu'en mathématiques on appelle une sinusoïde. Alors, je ne sais pas si... Bon, une sinusoïde, c'est des montagnes russes. Voilà. Hein. C'est une équation spéciale, bon, qu'ils ne savaient pas forcément résoudre, mais la règle des douzièmes était très simple. La mer monte ou descend en un peu plus de 6 heures. On va dire 6 heures. Et le marnage, on peut le calculer avec la formule M égale 8,4C. Le marnage, on le divise par 12. Et la règle des douzièmes dit que la première heure, la mer va monter ou descendre de 1/12e de son marnage. Deuxième heure, 2/12e. Troisième heure, 3/12e. Il y a un point d'inflexion. Quatrième heure, 3/12e. Cinquième heure, 2/12e. Sixième heure, 1/12e. Si par exemple vous êtes dans la baie du Mont-Saint-Michel, où le marnage peut atteindre sans problème 12 mètres, ça veut dire que la première heure, la mer monte d'1 mètre, la deuxième heure de 2 mètres, la troisième heure de 3 mètres, quatrième heure 3 mètres, cinquième heure 2 mètres et sixième heure 1 mètre. Ce qui veut dire que dans les 2 heures du milieu, la mer va monter de la moitié. Quand elle monte de 6 mètres, que la mer se retire à 10 km, c'est là que les gens se faisaient avoir. Et il y a eu des centaines de morts parce que les gens ils couraient moins vite que la marée, quoi. Et c'est la période dangereuse, c'est donc autour de la mi-marée, 1 heure avant, 1 heure après. C'est là que ça monte le plus. Alors les gens se fient, ils sont à marée basse, ils se fient, bon la mer vient de monter, mais s'ils ne connaissent pas la règle des douzièmes, bon, ils vont croire qu'elle continue de monter au même rythme, ce qui n'est pas vrai.
Et ça, c'est quelque chose, moi je trouve qu'il faudrait le rendre, l'éducation nationale, le rendre obligatoire quand on fait les calculs, parce que ça éviterait tous les ans vous avez des morts, hein, tous les ans. C'est une règle qui est toujours actuelle. Ah, Les marées n'ont pas changé. Ah oui. Non. Les gens, comme tu dis, les gens se fient au début de la montée, ça monte pas vite. Alors ils vont se dire ça monte pas vite la marée, mais après ça accélère quoi. Et c'est là qu'ils se font prendre. Hein. Et chaque année, en effet, il y a des gens. Et une application pour les fractions, ça serait bien quoi. Oui. Voilà, bon je te laisse. Ça va se rappeler 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 3, 2, 1. C'est facile. Je te laisse Iti. Alors il y a une quatrième indication, oui, pour les marées qui est ET. Oui, qu'on prononce assez couramment Iti. Hein, parce que, bon, il y a un petit point derrière le T pour montrer que ce n'est pas Iti. Alors ET, c'est l'abréviation de l'établissement du port. L'établissement du port, c'est une ancienne notion qui est plus utilisée, hein, mais qui autrefois était très importante. Ça s'exprime, c'est une heure. Hein. L'établissement du port à Trébeurdin, c'est 5h05, en heure solaire. On va commencer à parler en heure solaire. Hein. De toute façon, on va parler du cadran après. Alors, l'établissement d'un port, c'est l'heure solaire à laquelle se produit la pleine mer le jour de la pleine lune. Facile à se rappeler. Ou de la nouvelle lune. Voilà, ce jour-là, c'est toujours à la même heure solaire. Donc ça, c'était une notion très importante. Dans les ouvrages de navigation ou d'astronomie, à la fin, il y avait toujours une table qui listait tous les ports qui étaient connus de par le monde avec leur établissement. Comme m'a dit Odile tout à l'heure, les capitaines, ils devaient avoir ces informations-là pour naviguer, pour savoir s'ils allaient pouvoir rentrer dans le port, qu'ils ne connaissaient pas ou s'ils ne pouvaient pas. Hein, si le jour de la pleine lune, ils arrivaient en vue d'un port et que, par exemple, c'est en vue du port ici, et qu'il était 3 heures solaires, ils savaient qu'ils avaient encore 2 heures avant la pleine lune, avant la pleine mer, donc ils pouvaient commencer à rentrer dans le port. La mer allait monter. Par contre, s'il était 6 heures ou 7 heures solaires, il valait mieux qu'ils restent à l'écart parce que la mer était en train de descendre, les cailloux ils ne connaissent pas et ça fait un trou dans la coque. Donc c'était une notion qui était très connue, très courante. Les autres jours, en dehors de la pleine lune, il fallait faire des corrections, évidemment, puisque la lune ne passe pas toujours au méridien à la même heure. Il y a un retard ou une avance chaque jour, mais les capitaines de l'époque savaient le faire. Ça, c'était courant, ils connaissaient ça, ils connaissaient l'astronomie. À la fin donc, des livres d'astronomie, il y avait également une table des établissements. Alors c'est une notion qui n'est plus utilisée, qui figurait encore sur d'anciennes cartes il y a peut-être 30 ou 40 ans, qu'on trouve encore sur le site internet du CHOM. Il le mentionne à un moment, mais bon, c'est plus utilisé. Mais bon, quand les moyens électroniques sont en rade, c'est peut-être intéressant d'avoir ces informations-là, même si je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui savent s'en servir et qui connaissent ça. Alors l'établissement du port, donc ça c'est propre à Trébeurdin. À Brest, c'est je crois 3h45. À Saint-Malo, c'est 6 heures. Ça varie avec le lieu. C'est pour ça qu'on avait une table qui donnait ces informations-là. Donc, en ce qui concerne les marées, donc l'établissement du port et la formule M égale 8,4C, ça c'est propre à Trébeurdin. Tandis que les deux autres indications, sur les mortes eaux, vives eaux et sur la règle des 12e, ça c'est universel. Voilà. Donc ça c'était pour les marées. Et puis bon, la mer est en train de monter là, je crois. Donc après, les horaires des marées actuelles, le jour de la pleine lune, vous pouvez vous repérer l'heure de la pleine mer, qui est donnée. Ouais. Alors je vais juste faire un tout petit complément pour l'établissement du port. Si vous avez des vieilles cartes marines, alors quand je dis les vieilles, celles d'avant les années 60, fin des années 70, des cartes marines en noir et blanc là qu'on dépliait, qui n'étaient pas commodes, gardez-les parce qu'il y a tous ces renseignements qui sont marqués. Il y a l'établissement du port et Trébeurdin était marqué. Et ça a complètement disparu maintenant des nouvelles cartes qui sont jolies, qui sont en couleur, qui sont plastifiées, mais bon voilà, qui sont moins intéressantes par les renseignements qu'ils portent.
Et donc pour l'établissement, c'est pour la nouvelle ou la pleine lune. Et les marins, ils avaient des tables astronomiques dans leur cabine et il y avait marqué jour après jour le déplacement de la lune, puisque c'est le décalage des marées, de l'heure des marées est lié au déplacement de la lune. Donc ils avaient des tables astronomiques et c'était des astronomes, des mathématiciens, hein, les capitaines. Hein. S'ils ne l'étaient pas, ben, ils allaient, enfin ceux qui perdaient leur capitaine, ils perdaient gros, quoi. Hein. Parce que c'était lui qui avait la connaissance, quoi. Alors le second, on peut espérer qu'il l'avait un peu aussi, mais en tout cas c'était le capitaine qui lui l'avait. Si vous prenez les horaires en heure de la montre, en heure de tous les jours, vous pouvez la transformer en heure solaire, vous allez bien retrouver les 5 heures et quelques là. Hein. Bon, ça sera 5h05 plus ou moins quelque chose, parce que c'est pas les marées étant ce qu'elles sont, mais ça existe toujours. Oui, on en reparlera d'ailleurs quand on fera la conversion des heures solaires en heure de nos montres. Voilà, donc après on va regarder le soleil se lever. Alors voilà, le soleil se lever, c'est tout ce qui est en orange. Alors vous avez des demi-soleils et vous avez des chiffres. Les chiffres romains, c'est les mois. Alors pour pouvoir voir les levées et les couchers du soleil, normalement on se met au milieu. Alors il faut imaginer qu'on supprime tous les bâtiments, la commune, tout. Voilà, on imagine qu'on a un horizon, un bel horizon marin. Et quand vous êtes ici, le soleil, le jour de l'été, le 21 juin, enfin autour du 21 juin, le soleil se lève dans cette direction. Et c'est là que les gradations de boussole sont intéressantes, parce qu'on va pouvoir faire une approximation. Le nord c'est 0, 10, 20, 30, 40, 50, entre 50 et 60, c'est à peu près au tiers, c'est 53 degrés. Donc le soleil se lève à 53 degrés le jour de l'été, et c'est valable pour Tréborda et tout le parallèle, hein, le même parallèle, hein, en Russie, aux États-Unis ou au Canada. Voilà, c'est exactement les mêmes chiffres. Donc 53 degrés le jour de l'été, le jour de l'hiver 12. L'Est, c'est 90, 100, 110, 120, 127. Le soleil, le jour de l'hiver, se lève à 127 degrés, c'est-à-dire là, au bout de la plage. Et le jour de l'été, ben, c'est quasi à l'angle du bâtiment là. Alors entre 53 et 127, ça fait 74 degrés. Alors on nous apprend à l'école, et on l'a tous appris, le soleil se lève à l'Est, se couche à l'Ouest. Non. Il faut dire le soleil se lève vers l'Est et se couche vers l'Ouest. Parce que l'Est, c'est un point exact, c'est 90 degrés et c'est le jour des équinoxes. 74 degrés, on n'est pas très loin de l'angle droit quand même. Hein. C'est net. Alors, de 53 à 90, on a 37. Et de 90 à 127, on a aussi 37 degrés. C'est-à-dire qu'il y a une symétrie des solstices par rapport aux équinoxes. Alors si on fait la même chose avec le coucher du soleil, le jour de l'été, le soleil va se coucher à 307 degrés. 307 degrés, c'est le tas de cailloux qu'on appelle les roches blanches. Et le jour de l'hiver, c'est 233 degrés, c'est-à-dire dans le Finistère. Et entre les deux, vous avez encore 74 degrés. Ce qui est logique, puisque les levées et couchers du soleil sont symétriques. Et le soleil ne se couche à l'ouest que les jours des équinoxes. C'est-à-dire vers le 22 mars et le 23 septembre, enfin, ça dépend des années. Alors c'est là qu'on peut faire, quand il y a des enfants, là il y a des beaux problèmes de maths à faire. Hein. Vous avez une symétrie, vous avez compris, des solstices par rapport aux équinoxes, par rapport à la ligne est-ouest. Si je sais où le soleil se lève le jour de l'été, je saurai où il se couche. Maintenant, si vous prenez le jour de l'été, le soleil se lève à 53 degrés, 53 degrés, et se couche à 307. 53 plus 307 égale 360. Le jour des équinoxes,
90 et 270. 90 plus 270 égale 360. Et le jour de l'hiver, 127 plus 233 égale 360. C'est-à-dire que si je sais où le soleil se lève, je saurai où il se couche. Et ça, c'est valable partout, pas avec les mêmes chiffres, mais c'est valable partout, hein, cette symétrie. Donc si le soleil, par exemple, se lève à 100 degrés, bah, il va se coucher à 260 degrés. Donc il y a des beaux petits calculs de maths à faire. Hein. C'est des additions. Hein. Ouais, il y a pire. Enfin bon. On peut pousser à la soustraction. Non, mais c'est bien parce que c'est pratique. Oui, puis ça montre, quand on fait les symétries, je dirais, c'est un exemple extraordinaire, ça. Et alors ça, ce qui veut dire que si par exemple, on va dire le soleil se coucher, hein, vous verrez le soleil, vous restez toute votre vie au même endroit, et bien vous verrez toute votre vie le soleil se lever le jour de l'été se coucher, pardon, le jour de l'été à 307 degrés et le jour de l'hiver à 233. C'est-à-dire que le soleil va faire un mouvement de va-et-vient entre les deux. Vous ne verrez jamais ici le soleil se coucher à 320 degrés. Il faut aller à d'autres latitudes. Et il faut remonter vers le nord, oui. D'ailleurs, en l'occurrence. Et ça, c'est quelque chose qu'avaient très bien perçu les anciens. Quand je dis les anciens, c'est anciens, les hommes du néolithique. Le néolithique, c'est l'époque de construction des menhirs et des dolmens. Quand nos ancêtres, qui étaient des nomades, sont devenus sédentaires. Ce qu'on voit là, ce que je vous ai dit là, ils ne pouvaient pas le voir quand ils changeaient de campement tous les 8 jours. Ils étaient des chasseurs, cueilleurs, pêcheurs et ils suivaient le gibier, ils suivaient les migrations des poissons, etc. Donc une fois qu'ils se sont sédentarisés, ils ont pu voir ça, que le soleil, il se couchait là ou là, il faisait ça. Et si on prend les dolmens et les allées couvertes de la région, moi je les ai pas mal étudiés, vous trouvez toujours un angle qui est compris entre 307 et 233. C'est-à-dire qu'ils n'orientaient pas n'importe comment leurs monuments. Et on peut imaginer, et puis vous avez aussi des alignements de menhirs à Trébeurdin, vous avez 3 menhirs qui s'alignent. Bon, que 2 s'alignent, c'est un peu normal. Que 3 s'alignent, il faut le faire exprès, et que ça vous donne la direction du coucher du soleil le jour de l'hiver, ou du lever du soleil le jour de l'été, c'est pareil, c'est la même ligne. Hein. Il fallait qu'ils aient réfléchi à la question. Et eux, en fait, repérer l'endroit où se couchait le soleil, c'était pour eux avoir un calendrier. Quand le soleil se couche là, bah, c'est le temps de faire la moisson. Quand il se couche là, c'est le moment où les chèvres vont mettre bas. Quand il se couche là, bah, ça va être le moment de faire la fête parce que voilà. Bon. Et c'était un calendrier. Et ça, c'est assez extraordinaire, mais on ne peut le voir que si vous restez au même endroit. Parce que vous avez vos repères. Donc voilà. Alors aussi on peut voir avec ça, si par exemple, alors pour les enfants qui ne savent pas du tout compter, mais enfin si on regarde où le soleil se lève, donc il se lève là, et je vais faire le tour de la couronne solaire. Alors là, quand le soleil se lève, il fait jour. Hein, la définition du jour, c'est que le soleil est au-dessus de l'horizon, et la nuit c'est en dessous de l'horizon. Alors avec un temps intermédiaire qu'on appelle le crépuscule. Bon. Mais voilà, donc là il fait jour, 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 jour. Nuit, nuit, nuit. Même si vous ne savez pas compter, vous voyez quand même, j'ai dit plus de jours que de nuit. Si maintenant je fais la même chose avec l'hiver, alors vous revenez avec vos petits-enfants, là, vous leur faites ça. Hein. Vous venez le jour de l'hiver, jour, 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 nuit, 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 nuit. Bon, un enfant de 3 ans aura compris que j'ai dit plus de nuit que de jour. Donc voilà. Et puis si je faisais l'équinoxe, je dirais autant de jours que de nuit. Alors on aurait pu, mais parce que enfin bon, non, on en reparlera après. Bon, ben voilà, donc je crois que j'ai tout dit, Jean-Paul. Sur le soleil, tu as tout dit. J'ai tout dit, les symétries, donc tu vas faire la lune.
Donc Odile nous a parlé des levées et couchers du soleil. La lune aussi se lève et se couche. Alors on regarde souvent le soleil se coucher, on ne regarde pas souvent la lune se coucher, hein, faut dire ce qui est. Enfin bon, si vous la regardiez se coucher sur l'horizon, je vais parler des couchers encore. Les levées, c'est pas pratique ici. Si vous regardiez la lune se coucher sur l'horizon, vous la verriez, le lieu, le point de l'horizon où elle se couche de jour en jour, vous verriez ce point faire un mouvement de va-et-vient aussi, comme le soleil. Alors le soleil, c'est lié à la Terre, donc c'est sur un an. Le mouvement de va-et-vient du point de coucher pour la Lune, là c'est lié à la révolution de la Lune autour de la Terre, c'est-à-dire en un mois. Donc si vous aperceviez la Lune se coucher dans cette direction un jour, 15 jours après, elle va aller se coucher plus là-bas vers le Finistère. Et puis 15 jours après, elle reviendra se coucher à l'endroit où elle s'était couchée avant. Elle fait un même mouvement d'oscillation sur l'horizon, seulement c'est une période d'un mois et pas d'un an. Alors pour le soleil, comme a dit Odile, c'est fixe. L'amplitude du mouvement de va-et-vient du soleil ne change pas. Sur l'espace d'une vie humaine, ça ne se remarque pas. Sur 1000 ans, même, ça ne se remarque pas. Ça change un petit peu, mais bon, il n'y a que les astronomes qui le savent. La Lune, par contre, c'est différent. Si vous restez repérer l'endroit où elle se couche, les deux extrêmes, vous constaterez que d'une année sur l'autre, l'amplitude de ce mouvement varie. Certaines années, la Lune peut aller se coucher bien plus au nord que le soleil se couche au solstice d'été. Hein, c'est le croissant blanc qui est marqué là. Et l'autre côté aussi, donc elle va aller se coucher bien plus au nord que le fait le soleil en décembre. Mais par contre, 9 ans après, vous constaterez que la Lune ne se couche plus que dans cette direction-là. L'amplitude aura diminué. Et puis, dans les 9 ans qui vont suivre, l'amplitude va réaugmenter jusqu'à ces deux extrêmes. Alors, on a représenté ici que les deux extrêmes qui ont lieu donc tous les 18 ans. La prochaine fois, c'est en 2024. Pour ça, je vous ai dit de retenir la date de 2024. Parce qu'il y aura donc la déclinaison magnétique qui sera rigoureusement nulle, et puis l'amplitude qui sera maximum. Alors pourquoi il faut aussi retenir cette date en ce qui concerne la Lune? Parce que les années où la Lune a son amplitude maximum, ce sont ces années-là où on peut avoir des coefficients de 22. Et uniquement ces années-là, 22, 23. Autour de ces années-là, pas exactement cette année-là, mais autour de ces années-là, on a les plus petits coefficients de marée, 22, 23, avec un marnage très faible. Donc ça aura lieu en 2024. On s'est dit que cette année-là, on va faire une grande fête, hein, pour marquer à la fois la déclinaison magnétique nulle et les petits coefficients de marée. Donc vous retenez cette date dans vos calepins, dans vos notes, 2024. C'est dans 2 ans, c'est dans pas longtemps. Hein. Donc voilà, c'est... Les coefficients 22, c'est toujours en septembre-octobre. Et c'est les mêmes années, enfin autour des mêmes années, qu'on peut avoir au mois de juin, c'est au mois de juin seulement, une Vivo de 70. C'est le plus grand coefficient, enfin un des deux plus grands coefficients du mois, c'est 70. Et j'ai vu, cette année, le 30 juin, on avait 70. C'était le maximum, il y a eu 2 jours de suite 70. Donc c'est autour d'eux, parce qu'après il y a d'autres paramètres qui vont jouer, la distance, etc. Hein. Donc c'est autour de ces années-là qu'on a des coefficients. Alors, record, c'est pas spectaculaire, parce que 22, la mer elle bouge pas beaucoup, elle va bouger d'un mètre 70. Et 70, vous en avez tous les mois des 70. Mais là, le 70, c'est le maximum. Oui, c'est le maximum. C'est une Vivo. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai dit, les mortaux de 20 à 69 et la Vivo à partir de 70. Donc cette année-là, autour, comme tu dis, autour de ces années-là, c'est des coefficients particuliers et des phénomènes particuliers. Voilà, donc ça terminait la boussole, ça terminait l'intérieur. On va passer au chaînage extérieur en jaune, avec les indications en jaune qui sont au milieu,
c'est-à-dire le cadran solaire. Donc le cadran solaire. C'est bien, aujourd'hui, il y a du soleil. Alors, quand Odile a réfléchi à la boussole, là, donc elle a eu l'idée de faire un cadran solaire, 24 pierres autour, 24 heures, de faire un cadran comme on en fait au ras du sol, qu'on réalise assez couramment maintenant, qui ne sont pas circulaires, qui ont la forme d'un ovale ou d'une ellipse, pour parler mathématiquement, on va en parler d'ovale. Ça, la forme, elle est obligatoire, c'est mathématique, hein, on n'y peut rien. Donc, il fallait d'abord adapter cet ovale au cercle. Une rose des vents ovale, ça n'a pas grand sens. C'est pas courant, c'est pas beau. Une rose des vents, c'est toujours circulaire. Alors, ce cadran, donc, il fallait l'adapter à la structure circulaire. Et en plus, pour une raison qu'on va voir, Odile souhaitait que ce cadran fonctionne à l'inverse des cadrans habituels. Pour ça, quand elle est venue me voir, disons que j'ai tiqué. Qu'est-ce que c'est que ces idées de faire un cadran ovale circulaire et qui marche à l'inverse des autres. Bon, il y avait une raison très valable de le faire fonctionner à l'inverse. Bon, j'ai refait la figure. Géométriquement, mathématiquement, ça tenait la route, ça fonctionnait bien, avec une différence qu'on va voir. Alors je vais prendre ma maquette. Donc voilà. Alors donc les cadrans classiques, je vais vous montrer même des images de cadrans classiques. Attendez, je vais mettre ça là. Hop, ça c'est la petite maquette. Les petits Playmobil, ils vont travailler après. Donc voilà, alors les cadrans de ce type-là, je ne sais pas si les caméras vont le voir. Donc les cadrans de ce type-là, c'est des cadrans ovales. Je vais peut-être le mettre au milieu. Non, vous verrez. C'est des cadrans qui ont une forme ovale. Celui-là, c'est le plus ancien qui a été fait. Il date du XVIIe siècle. Il est à Brou, dans l'Ain. Brou, c'est la banlieue de Bourg-en-Bresse. Il y a une magnifique café-église là que je vous conseille. Donc le principe, c'est un ovale avec des plaques qui marquent les heures. Au milieu, il y a une dalle qui est graduée en date. Le principe, donc, c'est de déplacer la tige sur la date du jour. Et là où l'ombre de la tige coupe la couronne, ça donne l'heure solaire. Bon, mathématiquement, c'est un peu compliqué, mais bon, c'est le principe. Alors donc, on n'en a pas fait beaucoup au cours des siècles. On a recommencé à en faire dans les années 90. Comme celui-ci qui est en dessous, là, qui est à côté du phare de Biarritz. Si vous allez à Biarritz, au pied du phare, vous avez ce cadran qui est un grand cadran qui fait 5 mètres de large avec des plots. Le mieux c'est de faire des dalles au ras du sol qui ne dépassent pas. Hein. Ça évite de se prendre les pieds dedans. Toujours avec la dalle centrale. Et donc la dame qui est là donc, a repéré la date, elle s'est placée et son ombre marque l'heure sur la couronne. C'est ce que va faire mon petit personnage au milieu là. Le cadran analématique. Analématique, ça vient du nom d'une figure, l'analème qu'on utilisait autrefois pour tracer des cadrans solaires. Mais bon, c'est le cadran, c'est le nom. Donc mon petit personnage, donc lui, il va repérer la date. On est le 6 juillet. Le 6 juillet, c'est à peu près ici. Donc il va se mettre là. Voilà, il repère la date et son ombre indique l'heure, 9 heures. Bon, l'ombre est un peu large, mais c'est pas grave. Tout à l'heure, on fera des choses plus fines. Oui, c'est ça. Attends, je vais mieux l'orienter. Voilà, comme ça. Donc voilà. Donc ça, c'est les cadrans qu'on fait habituellement, qu'on trouve un peu partout en France. Et même d'ailleurs, le principe, c'est que la personne tourne le dos au soleil et indique l'heure avec son ombre. Et lorsqu'il est midi, son ombre va arriver ici, au nord. C'est ça qui gênait Odile. C'est qu'à midi, dans ces cadrans-là, à midi, on regarde au nord. Alors qu'à midi, le soleil, il est au sud. Là-bas, et ça aurait été plus logique, je dirais, que le 12 soit dans cette direction-là et que la personne puisse marquer l'heure, puisse indiquer l'heure en regardant le 12, en regardant le soleil.
Alors la différence entre le cadran classique et le cadran inverse, c'est que là c'est statique, tandis qu'ici ça devient dynamique. La personne va repérer la date, qui est ici à peu près, et va se déplacer sur la couronne jusqu'à ce que son ombre passe par le point qu'elle a repéré. Et à ce moment-là, ses pieds marquent l'heure. Et c'est bien la même heure qui est indiquée par les deux cadrans. Mathématiquement, c'était correct, ça tenait la route. Odile avait raison. Donc la différence, c'est que dans un cas, c'est statique, et dans l'autre cas, c'est avec le vent, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, c'est dynamique. La personne doit se déplacer pour trouver l'heure. Elle doit chercher l'heure. Tandis que dans le premier cas, elle n'a qu'à se poser sur la plaque et ça indique l'heure. Et logiquement, donc le 12 est vers, enfin logiquement, plus logiquement, oui, le 12 est au sud et le cadran fonctionne. Alors, vous allez me dire, ce sont des ovales. La structure, elle est circulaire. Alors, comment fait-on pour adapter un ovale à un cercle ou un cercle à un ovale? Ça se fait, bon, je vais prendre ce qu'il y a derrière ici. Donc, je vais enlever les deux petits personnages qui vont se reposer. Voilà. Il faut imaginer que, alors ça, la structure ovale, on n'y coupe pas. On ne peut pas la supprimer, on ne peut pas l'adapter, elle est là, elle est implicite. Il faut imaginer que là, il y a un ovale qui est là. Il y a un ovale. On a adapté le chaînage circulaire à cet ovale. L'ovale, il est obligatoire. Et pour l'adapter, on a fait varier la largeur des pierres, de sorte que le milieu de chaque pierre indique l'heure. C'est pour ça que les pierres n'ont pas toutes la même largeur. L'ovale, il est contenu dans la largeur des pierres. Il est représenté par la largeur des pierres. Mais il faut imaginer qu'il est là. Alors bon, il y a peut-être un petit décalage ici et là, mais c'est la façon qu'on a trouvée pour adapter une structure circulaire à l'ovale. Donc Odile avait parfaitement raison. On pouvait circulariser l'ovale et en plus faire marcher le cadran solaire à l'inverse. Voilà, ça c'est unique au monde. Il n'y en a pas d'autres. Alors on va vous montrer le fonctionnement réel quand le soleil faudra bien réapparaître. Je ne sais pas si tu as un fil à plomb. Non, j'ai un fil à plomb, donc je vais prendre mon fil à plomb. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Je déplace. Alors, si on se déplace soi-même, vous voyez que l'ombre a quand même une certaine largeur. C'est pas précis. Donc il vaut mieux utiliser quelque chose de fin, un fil où tout le monde ne se promène pas avec un fil à plomb. Donc vous prenez une canne, vous prenez le manche de la pelle du gamin sur la plage, vous les piquez pendant un petit quart d'heure et puis vous les rendez après. Mais bon, là on prend un fil à plomb. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déplacer. On est le 6 juillet. Alors les points ici sont pour le 21 de chaque mois. Donc le 6 juillet est entre les deux points là. Entre le 21 juin et le 21, on est à peu près au milieu. Donc le point à viser se trouve là. Donc je vais prendre mon fil à plomb. Oui, on a passé, oui, c'est ça. Ah oui, non, pardon. Oui, c'est entre les deux, puisque chaque point représente le 21. C'est pas large, mais enfin bon, ça fait qu'1,50 m là, donc c'est pas. Donc je vais déplacer jusqu'à ce que l'ombre du fil passe par le point en question, quand il aura fini de scier. Voilà, c'est à peu près là, c'est à peu près ici. Il est presque 9 h au soleil. C'est en heure solaire. Ce n'est pas en heure de la montre, si je fais, oui. C'est à peu près ça, oui, c'est ça. C'est ça, voilà. 9 h, c'est le milieu de chaque pierre. 9 h, l'heure, si c'était au milieu de chaque presse, ce serait 9 h. C'est presque 9 h, allez, on va prendre 8h50. Allez, on va arrondir. Il est 8h50, donc les 8h50 solaire. C'est pas l'heure qu'indique votre montre. 8h50, alors il y a 3 corrections à faire pour retrouver l'heure de votre montre. La première correction, c'est lié à la longitude. Odile vous a parlé de l'orange que vous pelez avec les quartiers d'orange qui vont du pédoncule jusqu'à la fleur. Sur la Terre, c'est pareil, la Terre a été divisée en 24 fuseaux
en 24 fuseaux horaires, au début du XXe siècle aussi. Le principe est simple, tous les lieux d'un même fuseau horaire sont à la même heure. Et on change d'1 heure quand on passe d'un fuseau à l'autre. L'heure du fuseau est donnée par l'heure du méridien central du fuseau. Pour nous, c'est le méridien d'Argentan, pour ne pas dire autre chose. Donc, quand le soleil passe sur le méridien d'Argentan, il est midi dans le fuseau. Mais il n'est pas midi ici, parce que Argentan, c'est par là-bas, hein, c'est par là-bas. Il faut un quart d'heure au soleil pour venir au méridien de Trébordin. Donc pour indiquer midi. Mais dans le fuseau, il est déjà midi un quart. Donc il faut faire une correction dite de longitude qui est d'1 quart d'heure, de 14 minutes très exactement. Donc ça fait déjà 14 minutes à rajouter aux 8h50, ça fait 8h, ça fait 9h05. Allez, on va arrondir. La deuxième correction, c'est l'heure d'été. Vous savez que par rapport à ce fuseau, on est décalé d'1 heure en hiver et 2 heures en été. Donc j'ai dit 9h05, ouais, ça fait 2 heures, donc ça fait 11h05. Et il y a une troisième correction qui est liée, qui est astronomique, qui est d'ordre astronomique. Celle-là, c'est obligatoire, même si en été elle n'est pas très importante. Ça s'appelle l'équation du temps. C'est une belle courbe, c'est une jolie courbe. Alors juillet, on est à peu près ici. On est à 6-7 minutes. Vaut 6-7 minutes. Donc j'ai dit 11h04 plus 7 minutes, ça fait 11h10. Alors je ne sais pas quelle heure il est. Il est 11h20. Bon, une petite incertitude, peut-être due au fait, mais bon. Vous voyez qu'avec ces corrections et l'indication, on arrive quand même à retrouver l'heure solaire. En pratique, si vous rajoutez 2h15, ça suffira. L'équation du temps, on peut l'ignorer l'été, elle n'est pas très importante. Et tout à l'heure, on va indiquer à nouveau l'heure solaire et vous verrez que la Terre aura tourné pendant ce temps-là. Hein. La Terre, elle ne s'arrête pas. Donc, généralement, on arrive à 5 minutes près à dire l'heure. C'est pas mal pour une installation aussi petite. Parce que, comme j'ai dit, ça fait qu'1,50 m de diamètre. Les cadrans qu'on fait habituellement, ils ont 3 mètres, hein, au minimum. Ça va même jusqu'à 5 mètres. Donc là, c'est plus précis. Là, il fallait adapter. Mais on a bien adapté et les idées d'Odile étaient tout à fait adaptables à la structure. Voilà. Donc si je redécalais, si je recherchais l'heure ici, on verrait que la Terre a quand même tourné un petit peu. Alors vous rajoutez en effet 3 minutes, le temps d'expliquer tout ça. Hein. Il y a une quatrième correction qui est le temps de l'explication. Donc voilà, si je le mets, il va passer par là. Voilà, vous voyez, ça c'est un petit peu déplacé, c'est pas trop flagrant. 55, voilà, c'est pas flagrant, mais enfin, tout à l'heure, après l'exposé de géologie, on verra que la Terre aura tourné et que l'heure aura changé. Donc voilà, le cadran solaire, ça fonctionne relativement bien. Voilà, ça concluait toutes les indications de la partie centrale, les indications de l'heure. Et donc Odile maintenant va vous parler de la géologie de ce géosolmer. Vous avez des pierres centrales qui sont des pierres de récupération, hein, des pierres qui avaient été prises dans des carrières, qui avaient été façonnées et puis qu'on a redécoupées pour avoir ce pavage assez esthétique. Hein. Donc vous avez les 3 granites qu'on trouve, les 3 granites principaux qu'on trouve sur la côte dite de granit rose, qui part d'ici, hein, donc de Trébordin, le Castel, l'île Millau, et qui va jusqu'à Ploumanac, camping du Ranolien. Ça c'est la côte de granit rose, dite de granit rose, mais dans laquelle il n'y a pas que du granit rose, puisque vous avez le granit ici de l'île Grande. Là, c'est le granit rose dit de Ploumanac. Et là, c'est le granit, le faciès Oisven qu'on trouve sur Pleumeur-Bodou. Donc, côte de granit rose, oui, mais partiellement seulement. Alors, pour faire la couronne, 24 heures, il fallait 24 pierres. Les 24 pierres viennent de Trébordin. C'est-à-dire qu'on les trouve sur Trébordin.
J'ai été les chercher une à une. Dans mon sac à dos, j'ai crevé 3 sacs à dos d'ailleurs. Mais bon, c'est assez lourd les pierres. Alors, les heures, 0 donc c'est minuit, et on va jusqu'à 23 heures. Et les roches sont mises dans l'ordre approximatif de leur ancienneté. C'est-à-dire 0 est la plus ancienne et 23 la plus récente. Alors, vous allez comprendre le approximativement. De 0 à 3, ce sont des pierres qu'on va trouver derrière la colline, du côté de Portsmabo, entre Portsmabo et Biite. Ce sont des roches très vieilles, elles ont 2 milliards d'années. Ça en fait les roches les plus vieilles datées en France et en Europe du Nord-Ouest. Je dis bien datées, il y a des roches qu'on ne sait pas dater, qui sont probablement plus vieilles. Celle qui a été datée, c'est la numéro 3. C'est un magnifique gneiss œillet, avec, vous voyez, des taches roses qui sont d'anciens feldspaths. Alors ces roches, on les trouve beaucoup ici, à Trébeurdin. On les a aussi en face à un rocher qu'on ne voit plus parce qu'il va être un peu sous l'eau, puis il est caché par les bateaux, mais un rocher qu'on appelle le Taureau. Vous en avez au pied du sémaphore à Perros-Guirec. Vous en avez à Port-Béni, donc c'est à Pleubian. Et puis ensuite, il faut aller dans les îles anglo-normandes pour les trouver. On les appelle les roches icartiennes parce que le faciès a été défini à Icarte, hein, qui est dans les îles anglo-normandes. Et puis on en retrouve aussi à la pointe de la Hague, enfin du côté de la pointe de la Hague. Alors il y a eu un peu une rivalité entre Français et Anglais pour dater ces roches-là, comme toujours. Et on a commencé à faire des datations. Pour faire les datations, il fallait qu'on ait ce qu'on appelle du zircon. Donc il fallait isoler les zircons, on broyait et on avait un âge. Et quand on a daté ces roches, on avait des âges, c'était n'importe quoi. On trouvait 700 millions d'années, 1,2 milliard, 1,5 milliard. Bon, c'était la même roche, il fallait qu'on trouve le même âge. Donc on a arrêté. Et puis dans les années, un peu plus tard, hein, c'était dans les années 80, la technique avait un peu évolué et on prenait du zircon, mais on savait isoler la périphérie du zircon et le cœur. Ça c'est de la microchirurgie, hein, en quelque sorte. Et à ce moment-là, quand on datait le cœur, tout le monde a trouvé 2 milliards d'années. Et quand on datait la périphérie, tout le monde trouvait 600 millions d'années. En fait, le cœur, c'était la formation de la roche il y a 2 milliards d'années, qui devait ressembler probablement à un granit rose, tel qu'on a là. Et puis, il y a 600 millions d'années, ce granit a été transformé, métamorphisé, on dit, hein, le métamorphisme, et s'est transformé en gneiss. Donc on avait 2 dates. On avait la formation initiale de la roche, il y a 2 milliards d'années, et sa transformation il y a 600 millions d'années. Alors vous allez me dire, pourquoi je l'ai mis numéro 3 ? Pourquoi je ne l'ai pas mis 0 ? Eh bien, on a des arguments de terrain géologique pour dire que ces roches-là, qu'on trouve aussi derrière, elles sont antérieures. Mais on ne sait pas de combien. Alors, pour être honnête, j'ai mis dans l'ordre qui m'arrangeait pour la taille des pierres. Si j'en avais, je ne pouvais pas avoir plus grand. Hein. Donc voilà, donc vous avez 4 roches, qui ont 2 milliards d'années et plus. Ensuite, de 4 à 8, ce sont des roches, quand on les date, elles ont toutes 600 millions d'années, enfin 615 millions d'années, on va dire 600 millions d'années. Ce sont des roches qu'on va trouver là aussi derrière, hein, derrière la colline, et que l'on trouve entre Perros-Guirec et l'île de Bréhat. Toutes les roches qu'on trouve là sont des granites, ou apparentés granites, qui ont toutes 600 millions d'années. Et on trouve le même âge. Et on n'a pas d'arguments géologiques pour les mettre dans le bon ordre. Les arguments géologiques, il faut trouver des enclaves, des filons, enfin bon, c'est une enquête policière en quelque sorte.
Et malheureusement, on n'a pas de contact net entre ces roches. Donc là encore, j'ai mis, elles sont apparues les unes après les autres, mais il y avait peut-être quelques centaines de milliers d'années entre. Voilà, donc les datations ne pouvaient pas permettre de dater. Donc là encore, j'ai mis comme ça m'arrangeait pour la taille des pierres. Bon. Alors le 4, c'est les roches que vous avez à la pointe de Biite, qui sont des laves. Ce sont les mêmes roches, en tout cas du même âge, qu'on a à Lokemo. Vous avez des roches qui sont très redressées, comme à la pointe de Biite. Le 5, c'est un granit qu'on trouve juste à l'extrémité de la plage ici, de Tresmeur, qu'on appelle le granit de Biite. On la trouve aussi un peu à Biite. Le 6, alors c'est une roche qui a été trouvée quand il y a eu les travaux avant 2011, c'était en 2009 ou 2010, pour faire une réserve d'eau pour le stade olympique que nous avons à Tréverdun. Et il a fallu trouver un trou très profond. Et moi, quand il y a des trous, j'aime bien voir, évidemment. J'ai été voir, il y avait cette roche-là, bon, qui n'était pas connue dans la région, mais enfin, c'est pas une roche remarquable. Hein. C'est une granodiorite. 7, c'est des roches qu'on trouve en filon à la plage de Portsmabo. Et 8, c'est un granit qu'on trouve uniquement sur un rocher derrière, qu'on appelle la roche mignonne. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, le rocher de la roche mignonne. C'est un rocher un gros rocher, un petit massif rocheux, qui fait quoi? Allez, 60 mètres de diamètre, qui est assez circulaire et qui correspond en fait à une cheminée d'alimentation d'un volcan. Alors vous marchez, vous avez les pieds sur les roches de 2 milliards d'années, vous mettez la main sur la cheminée et vous faites le tour. Ça m'amuse. Et entre les deux, vous avez 1,4 milliard d'années entre vos pieds et votre main, quoi. Voilà, donc c'est une très belle roche qu'on ne trouve que là. Alors ensuite, 9 et 10, ce sont des roches qui ne sont pas datées, qu'on ne sait pas dater, parce qu'il n'y a pas ce qu'il faut pour les dater. Il n'y a pas les minéraux qu'il faut, mais on a une idée, on sait qu'elles sont plus récentes que les roches de 600 millions d'années et plus vieilles que les roches suivantes qui ont autour de 300 millions d'années. Alors 9, ce sont des roches que vous connaissez si vous avez été à Plougrescan, c'est magnifique, et à marée basse, vous verrez près du gouffre, et le gouffre d'ailleurs est formé dans ces roches-là, vous verrez des roches qui forment des filons noirs. C'est de la dolérite. Et c'est une roche très belle qui perce le granit qui est rose, qui est un peu rose aussi là-bas. Et 10, alors ce sont des roches qu'on voit uniquement à l'île Millau. Le rocher à l'extrémité de l'île Millau, hein, donc qui est au deuxième plan, vous voyez des roches qui sont un peu pointues, ce sont ces roches-là. Et ce sont des roches métamorphiques. Et c'est une roche magnifique, vraiment magnifique, qui est formée de lits alternativement sombres et clairs. Les lits sombres et les lits clairs alternent, et un doublet, c'est une année de sédimentation, c'est-à-dire c'est une roche sédimentaire. Et très certainement, c'est ce qu'on appelle des varves. Ce sont des roches qui sédimentent dans des lacs glaciaires, donc dans des pays où il fait très froid, soit des lacs glaciaires d'altitude, dans les Alpes. Bon, il n'y en a plus beaucoup maintenant parce qu'il n'y a plus beaucoup de glaciers. Soit alors des lacs de latitude, et vous avez ça au Canada, notamment. Au Canada, mais pareil, de moins en moins avec le réchauffement climatique. Donc ce sont des glaciers, il y a toujours un petit écoulement, même en hiver quand il fait très froid, il y a un écoulement sous-glaciaire, et en hiver, l'écoulement n'est pas très impétueux, et l'eau ne peut transporter que de la vase. Et c'est ce qui vous donne les lits noirs. En été, ça fond plus, donc le courant est plus fort, et là, l'écoulement sous-glaciaire peut transporter du sable. Donc ce sont des lits alternativement de vase et de sable, vase, sable, vase, sable. Alors ces roches ont été métamorphisées, transformées, lorsque le granit
lorsque la côte de granit rose, et notamment le granit ici en l'occurrence, s'est formé, il a réchauffé, il a recuit ces roches et il les a transformées. Et en plus, ces roches, au lieu d'être horizontales, elles sont maintenant verticales. Donc c'est vraiment une roche magnifique. Alors ensuite, donc là, toutes les roches que je vous ai dites, ça marche par paquet, mais je ne suis pas sûre de l'ordre après dans chaque catégorie. Là maintenant, toutes les autres, alors là, c'est garanti. Parce qu'on a des arguments de terrain pour les classer, même si les âges, quand on donne les âges, on va tous trouver le même âge. Entre la 12 et la 23, on va trouver le même âge. Mais sur le terrain, on peut les mettre dans l'ordre. Alors, la 11, c'est une roche qu'on va trouver à Trébeurdin, la plage de Gualagorne. C'est le granit dit du Yodet, alors qu'on a au Yodet, hein, pour ceux qui connaissent, et qu'on a un peu sur la plage de Trébeurdin, la Gualagorne étant la dernière plage de Trébeurdin. Et c'est un granit qui a été daté aux environs de 320 millions d'années. Toutes les autres roches ensuite, de 12 à 23, font partie de la côte de granit rose. Donc vous voyez, c'est la moitié. Hein. Et en tout, étaient datées de 293 millions d'années, plus ou moins, bon, on va dire 300 millions d'années. Et là, elles sont dans l'ordre. La première noire, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à celle-là, mais ce n'est pas la même, c'est un gabbro. Alors qu'on va trouver en enclave à l'île Molène notamment, et qu'on trouve en abondance à Trégastel, à la baie Sainte-Anne. Mais ici, on l'a juste en enclave. Hein. 13, c'est le granit dit des Troyero et qu'on a à Trégastel. L'île du Lapin, par exemple, c'est ce granit-là. 14, c'est le granit dit de Ploumanac, donc on a à Ploumanac, mais qu'on a ici au Castel et à l'île Millau, aux deux extrémités, comme je vous disais tout à l'heure. 15, c'est un faciès à gros grains du granit de Ploumanac. Alors 16, c'est une roche qu'on trouve uniquement à Trébeurdin, en filon, en petits filons. Alors par définition, moi je ne casse pas la roche. Hein, les géologues respectent évidemment la roche. Donc j'ai pris un morceau que la mer avait détaché. Alors ça m'avait un petit peu chagriné parce que bon, voilà, c'était pas une forme, bon, mais bon, voilà, j'ai préféré prendre ça plutôt que de casser une roche. Hein. Donc elle n'est pas tout à fait complète. Et donc on appelle cette roche, c'est la kersantite. Alors c'est une roche identique qu'on a dans le Finistère, qui a donné le Kersanton, dont les sculpteurs se sont servis pour faire les calvaires du Moyen-Âge, quoi, hein, les calvaires des enclos paroissiaux. C'est une roche excessivement fine, excessivement dure, mais qui permettait justement aux sculpteurs de faire quand ils faisaient des statues de saints, par exemple, d'avoir une finesse, des détails qu'on n'a pas avec une roche à gros grains, évidemment. Donc elle était très recherchée. Alors 17, c'est un granit qu'on trouve uniquement à l'île aux Herbes à Trébeurdin, donc c'est devant Lanquerelec. 18, c'est le granit dit de Lanquerelec, alors qu'on trouve à Lanquerelec, mais qu'on appelle le granit de l'île Canton, hein, que vous avez sur l'île Canton sur Pleumeur. Hein. 19, c'est une roche qu'on appelle un lamprophire, qu'on trouve uniquement à l'île Molène en filon. Donc là pareil, c'est bien tombé qu'elle n'était pas plus grande parce que je n'avais pas cassé non plus des filons qui sont comme ça. Donc j'ai pris une roche que la mer avait extraite elle-même, quoi, hein, qui traînait. Alors 20 ensuite, c'est le granit dit de Voisven. Alors ici on le trouve à Créréry, hein, le quartier de Bonne-Nouvelle. Ensuite 21 et 22, ce sont deux faciès du granit dit de l'île Grande. Et 23, alors ça c'est les magnifiques, celle-là. Elle était aussi un peu cassée, ça m'avait chagriné, mais bon, j'ai mis quelque chose dedans. C'est un filon, alors je vais employer des gros mots là. Hein. Un filon de quartz, c'est du quartz, hydrothermal, c'est-à-dire que c'est du quartz qui est monté avec de l'eau, et tardimagmatique, ça veut dire tard dans l'histoire de la poche magmatique. Alors, j'ai trouvé après une tempête dans la passe de Millau, ce qui confirme l'idée qu'il y a des failles, hein, dans le coin. Et elle avait cette largeur-là, c'est-à-dire que là,
du côté droit et du côté gauche, on voyait les minéraux du granit de Ploumanac. Donc il s'est produit, le granit, la poche était quasiment entièrement froide, il s'est produit une fracture, des tremblements de terre, hein, certainement liés à des séismes, et dans cette fracture est montée de l'eau riche en quartz. Le dernier minéral qui cristallise dans une poche magmatique, c'est le quartz. Il va cristalliser à, on va dire, 600 degrés, alors que les autres cristallisent avant. Donc il y a une fracture, il y a de l'eau qui est montée, riche en quartz. Alors c'est exactement le coup d'un tuyau qui s'entartre. C'est de l'eau qui va déposer le calcaire autour de votre tuyau à l'intérieur. Ben là, l'eau qui circulait a déposé le quartz de part et d'autre, et la cicatrisation, on va dire, a été totale, et les deux bords se sont rejoints là. Donc ça a plus cristallisé d'un côté que de l'autre, avec des impuretés qui donnent bon, ce qui est la couleur améthyste. Hein. Donc c'est du quartz hydrothermal amené par l'eau et tardimagmatique. C'est le dernier épisode de l'histoire mouvementée du massif armoricain ici, puisqu'après il ne s'est plus rien passé dans la région. C'est la dernière roche à être formée. Donc on a les premières du massif armoricain et les dernières pour ce qui est du magmatisme. Alors dans le trou qui me chagrinait beaucoup, hein, puis il fallait que la pierre elle ait cette taille-là. Hein. Donc j'ai mis un silex. Alors j'ai mis un silex que j'ai trouvé sur la plage de l'île Molène. Donc je suis sûre que ce n'est pas un lest de bateau. C'est un qui a été amené par la mer. Bah, pour nous rappeler que nous ici dans le massif armoricain, on n'est pas loin du tout du bassin parisien. Des roches sédimentaires. Si vous voulez voir des roches du bassin parisien, bon, alors le plus simple, vous prenez votre voiture, vous prenez la 4 voies, vous passez à Rennes, vous passez l'autoroute, et quelque part après Laval, vous êtes dans le bassin parisien. Maintenant, il y a plus court, un petit peu plus compliqué. Vous prenez un bateau, vous passez les Triagoses, vous mouillez votre bateau, il y a 80 mètres de fond, alors vous retirez tout le sable qu'il y a dans le fond, et là vous êtes dans le bassin parisien. Des roches, et notamment les mêmes roches que vous avez dans le pays de Caux, hein, Étretat, etc., Le Havre, c'est-à-dire de la craie avec du silex. Et lorsque la craie se dissout, sont libérés les silex. Ce qui fait que si vous regardez les plages qu'il y a entre Le Havre et puis la baie de Somme, ce sont uniquement des plages de galets. Parce que le calcaire ne donne pas de sable. Donc, alors, vous allez me dire, comment ce galet est arrivé à Molène? Il y a eu des variations climatiques depuis 120 000 ans, et notamment il y a une glaciation, et au plus fort de la glaciation, la mer était 120 mètres plus bas. Donc la Manche était à sec. Hein. Pour aller, si vous vouliez vous baigner, vous alliez à pied sec à Ouessant, et après Ouessant, vous continuez encore quelques kilomètres, et là vous pouviez vous mettre les pieds dans l'eau. Hein. Donc la Manche était en sec, et il y a, au fond de la Manche, il y a notamment pas mal de craie avec du silex. Et quand il a fait très froid, la craie a éclaté sous l'effet du gel, et puis les silex sont restés libérés hein, de la craie. Et lorsque le niveau de la mer a remonté, la mer elle a poussé devant elle ce qu'elle pouvait pousser, des petits galets comme ça, bon c'était facile, hein, et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'à nous. Ce qui fait que quand vous regardez, quand on fait des fouilles ou quand on a la chance d'avoir des belles coupes, on va trouver, que ce soit au paléolithique, au mésolithique ou au néolithique, toutes les armes, tous les outils étaient faits en silex. Alors, au néolithique, ils allaient sur les plages où il y avait des galets. Alors statistiquement, il y a quelqu'un qui s'était amusé à peu près faire une statistique. On trouve un silex tous les 10 000, actuellement un silex tous les 10 000 galets, quoi. À la louche, hein. Mais ils sont très faciles à repérer quand même, ils sont bien différents de ce qu'on a là. Et donc les anciens, ils faisaient tous leurs outils avec ça. Ils allaient ramasser sur les plages. Pour vous donner une idée, d'ailleurs à l'époque du néolithique, le niveau des pleines mers de l'époque, c'est le niveau des basses mers aujourd'hui. Voilà. Il y avait 10 mètres d'écart, la mer était 10 mètres plus bas. Donc voilà, donc de mettre le silex là, ça permet de dire, on trouve ces roches-là sur Trébordin,
Même si c'est de l'importation, on va dire, mais voilà, on les trouve. Et la boucle est bouclée et le cadran solaire a été fait donc avec 24 pierres différentes originaires de Trébordin. Donc voilà, alors on va peut-être reprendre l'heure, parce que la Terre a tourné. Hein. Un peu plus, ouais. Alors après, quand il y a du vent, c'est pas forcément très facile quand il y a du vent, quoi. Alors on va dire 9h, alors là il faudrait mesurer. Hein. Une demi-heure de plus. 9h10, non, on va être... 9h15. Allez, Ouais. on rajoute 2 heures, ça fait 11h15. On rajoute 14 minutes, ça fait 11h30. On rajoute 6 minutes. Ça fait 11h36. 6 minutes, 36. 40. Ah ouais, là c'était mieux. Bon, on va accepter. Bon, disons quand on le fait bien, on a Oui, 7 mais son minutes fil, d'écart. Il est gros. Le fil est gros, oui. Non, puis il y a du vent, puis voilà, bon. Correction avec le vent, voilà. Donc ça termine la présentation du jeu. Eh ben, merci. Bravo, c'était super. À tous les deux.